Lecture de la lettre qui est entrée au TGI de Bordeaux ce jour, le 17 février 2020, adressée au juge Laurent Gebler et à Madame Emmanuelle Ajon du département de la Gironde. Deuxième partie de cette lettre publique ouverte. L'existence d'hôtels privés consacrés à la prostitution enfantine. Toutefois, ne voulant pas passer pour paranoïaque, je préfère ne voir là qu'une hypothèse, vu la gravité de ce que j'ai appris. Même si elle était fausse, cette hypothèse ne serait pas tout à fait un délire. J'attends donc vos éclaircissements sur ce point, monsieur le juge, en vous rappelant que la jurisprudence récente qui est sortie de l'affaire de notre ami Nadine Plestan interdit désormais que les lieux de résidence d'un enfant placé soient tenus secrets. Quand bien même les décrets d'application n'auraient pas encore été signés, personne ne vous blâmerait pour la marque d'humanité qui consisterait à appliquer cette jurisprudence immédiatement. Et c'est bien ce que j'attends légitimement de vous. Fraude, de graves contradictions entachent de mensonges les prétendues nouvelles que le département me fait transmettre. Déjà, au début de l'affaire, Madame Renaud, directrice enfance, me disait invariablement et contre toute vraisemblance « Il va bien, il dort bien » au sujet de Leroy, à qui la séparation violente d'avec sa mère a forcément causé un énorme traumatisme. Depuis plus d'un an et demi, les courriels de l'anonymographe du département m'affirment invariablement que Leroy s'apaise, qu'il dort mieux et qu'il aurait même une scolarité normale à temps plein. Alors comment se fait-il que son deuxième bilan psychomoteur, réalisé en novembre et décembre 2018, me présente un garçon constamment angoissé et en proie à une agitation irrépressible? Comment le corbeau du département peut-il me prétendre que Leroy est bien suivi médicalement, alors que dans le même temps, la psychomotricienne qui a vu Leroy très enrhumé 5 semaines consécutives, et que mon enfant qui n'avait aucune maladie quand on me l'a pris a maintenant des problèmes de vue, de l'asthme, des parasites et a besoin d'une opération chirurgicale. Toutes choses que l'on m'apprend brusquement maintenant, alors qu'on me les avait cachées. J'y reviens au chapitre suivant. Fraude. J'ai longtemps reçu des nouvelles réduites à quelques lignes, stéréotypées, qui se voulaient rassurantes. Et maintenant, le style a changé et devient plus littéraire. Mais dans les deux cas, on m'apprend seulement que Leroy a des copains, qu'il aime les animaux, qu'il a mangé des galettes des rois. Tandis que moi, j'aimerais bien avoir ses bulletins de l'école, ses apprentissages, des attestations médicales sur son suivi et sa croissance. C'est-à-dire de véritables nouvelles. Fraude. Les services sociaux de Bordeaux ont résisté aussi longtemps qu'ils l'ont pu aux décisions judiciaires comportant des rencontres entre Leroy et moi. Au début de l'affaire, ils n'ont pas obtempéré. Après le jugement du 10 octobre, ils ont repoussé sans cesse l'unique rencontre entre mon enfant et moi au 18 avril, 6 mois plus tard. Le jugement du 10 octobre de la Cour d'appel imposait que je sois examiné par des travailleurs sociaux avant chaque rencontre médiatisée pour déterminer si ma santé me permettait de supporter la rencontre. Fraude. Un juge des enfants n'a ni le droit ni la compétence pour conférer une autorité médicale à des travailleurs sociaux. Fraude. Me sachant en conflit avec les travailleurs sociaux qui nient obstinément que leur père ait pu commettre des fraudes, le juge leur a donné la possibilité d'exercer des représailles et d'annuler sa propre décision de justice en me refusant les rencontres sous n'importe quel prétexte. Fraude. En systématisant un examen prétendument de santé avant chaque rencontre supposée, la juge m'a infligé un traitement humiliant, discriminatoire et une torture que l'on épargne même à des terroristes ou à des membres du grand banditisme subissant une peine de réclusion criminelle. Et cette énormité illégale s'est commise à l'encontre d'une femme handicapée physique à 80%, et pour le malheur d'un petit garçon innocent. Quelle honte! Fraude. Les travailleurs sociaux du plan rencontre auraient dû faire valoir leur droit de retrait
pour ne pas obéir à une décision illégale qui leur imposait de commettre un harcèlement et un exercice illégal de la médecine. Le président du conseil départemental était fondé cette fois à refuser d'exécuter la décision de justice. C'était, et cela reste encore son devoir. Monsieur Mohamed Asfor, le directeur du point rencontre, a retardé arbitrairement de 14 jours la première rencontre entre Leroy et moi depuis 11 mois. Fraude, rien ne justifie cet acte de sadisme, prétexté par le fait que je n'avais pas jugé utile d'entrer dans la salle avec des vitres où auraient lieu les rencontres avec mon petit garçon alors qu'il ne s'y trouvait pas. 3 des 4 personnes du point rencontre, suite à ce délai supplémentaire, m'ont déclaré au cours d'un entretien qu'un enfant n'a pas la notion du temps, répondant ainsi à ma question au sujet de Leroy, qui avait dû certainement être très malheureux de ne pas revoir sa maman, alors qu'on l'avait préparé à cela. Fraude. Les auteurs de cette phrase inqualifiable sont Mohamed Asfor, Madame Halid Benet Belladj, médiatrice, et Monsieur Stéphane Bouvet, psychologue. Soit ils ont parlé ainsi par cynisme, soit ils se sont trahis comme étant des imposteurs. Jamais un véritable professionnel de l'enfance, connaissant la psychologie des enfants, ne parlerait ainsi. Aline Benet Belladj, de son côté, retenait mon garçon sans cesse auprès d'elle, au cours de notre rencontre avortée du 18 avril, qui n'a duré que 7 minutes. Elle n'a pas accepté non plus que je teste les progrès de mon enfant depuis sa soustraction. De quel droit? Ces 3 personnes m'ont affirmé que cela ne changerait rien si je faisais remonter d'éventuelles maltraitances ou constatais des dégradations chez Leroy auprès du département. Cela ne changerait rien. Les rencontres se faisant sous la responsabilité du service gardien. Dois-je comprendre que celui-ci croit avoir sur vous une autorité officieuse qui le rend absolument certain que vous n'interviendrez pas en cas de maltraitance sur mon enfant? Indépendamment des documents incontestables que je possède, la preuve de toutes ces malversations est évidente. Je défie l'assistante sociale Mélanie X, les services sociaux de Bordeaux, la psychiatre Anne-Marie Lemerle et l'association Auréag de démentir par écrit ce que j'ai dit sans chercher un échappatoire dans des phrases imprécises qui n'ont aucun sens et générales. Interrogée, elle n'aurait pas d'autre choix que de confirmer mes dires. C'est probablement pourquoi Mélanie X a été déplacée immédiatement après la soustraction de Leroy. Si l'on ne m'a pas trompé à ce sujet. C'est dommage, car moi aussi j'aurais bien aimé, le jour du procès en diffamation qu'elle m'a intenté, demander au tribunal de lui faire 400 mètres entre les locaux du département et la salle d'audience, afin qu'elle confirme elle-même les faits dont je l'ai accusée publiquement. Elle serait sortie avec les menottes aux poignets ou bien sous les huées de la salle. Nier ces faits a priori relèverait d'une partialité condamnable que je serais fondé à dénoncer. Par contre, vous êtes parfaitement fondé à faire des vérifications et à réclamer des preuves. Je vous invite respectueusement, monsieur le juge et madame Ajon, à le faire. 3. Le contenu singulier de votre dossier. Dans le dossier que je possède, il y a des certificats et autres documents médicaux, des photographies, des documents judiciaires, des éléments biographiques, certains, des critiques rationnelles, de l'argumentation adverse, avec un démontage de tous ces mensonges. Bref, il y a des choses concrètes et incontestables qui démontrent que je suis une bonne mère et que Leroy était heureux avec moi. Dans le dossier que vous possédez, monsieur le juge Laurent Gébler, et qu'une avocate a pu consulter récemment, on trouve une fausse expertise psychiatrique, de faux rapports d'enquête sociale aux allures trompeuses de diagnostic, des tracts relatifs à mon affaire, des critiques envers monsieur Bessou, et même des lettres anonymes. Lettres que monsieur le juge aura probablement jetées au panier maintenant pour la dignité de la justice. Monsieur Bessou et moi-même avons été condamnés pour diffamation envers les services sociaux. Au fait, et de quel droit? En quel honneur condamne-t-on les victimes
qui dénonce des actes délictueux et criminels dont la justice détient toutes les preuves. Je n'écris pas cela pour polémiquer, mais pour vous amener à relativiser le statut des coupables que l'on nous impose, alors que toutes les procédures qui ont été lancées à notre encontre seront tôt ou tard frappées de nullité suite à des inscriptions de faux ou à des requêtes en révision. De notre point de vue, nous sommes victimes d'un harcèlement procédurier parce que nous dénonçons avec force une escroquerie au jugement qui a abouti à l'enlèvement en bande organisée d'un enfant commis par des moyens administratifs. Pour nous, il y a les faits et les preuves. Contre nous, il n'y a que des rumeurs. Suspicion fondée à l'encontre du département. En 2017, la préfecture de Gironde a fermé provisoirement un centre pour adolescents géré par l'association Auréag en relation avec le département de la Gironde. Lui étaient reprochés des maltraitances, des sollicitations sexuelles, des attitudes inappropriées du personnel. En 2017, également, un autre scandale de violence, y compris sexuelle, a frappé le foyer des Innes tenu par le département de la Gironde. Les éducateurs honnêtes qui avaient dénoncé ces violences furent sanctionnés par le président M. Glaise du département. Un nouveau scandale analogue, en 2019, frappa le foyer des Innes et mit en relief des fautes graves touchant le recrutement du personnel. La leçon de 2017 n'avait donc pas été retenue. Les réponses de Madame Ajon à ce sujet sont loin d'avoir convaincu tout le monde. Je crois savoir que Liroy se trouverait actuellement au foyer de Podensac, avec un certain risque de promiscuité entre de très jeunes enfants et des adolescents jusqu'à un âge de 21 ans. Selon une autre source qui est médicale, il serait dans une famille d'accueil. Est-ce une erreur ou est-ce une tentative du foyer pour faire échouer une plainte éventuelle que je pourrais déposer, mais en me trompant de cible? Il est désormais prouvé et de notoriété publique que de telles conditions de promiscuité favorisent des viols d'enfants. Le tribunal de Paris a d'ailleurs reconnu en appel que ma fille Stécie avait subi des viols par des adolescents au début des années 2010 dans une étape où existe aussi cette promiscuité. Je suis donc légitimement inquiète pour mon petit garçon Liroy et je ne vais pas cesser d'alerter à ce sujet. Maintenant que la presse ordinaire a rompu l'omerta et que Mediapart a publié récemment quelque chose au sujet de l'affaire Liroy. Comment se fait-il que mon petit garçon ait un problème de décalotage alors que on ne recommande plus le décalotage, surtout tous les pédiatres que j'ai rencontrés, y compris à Bordeaux à la PMI? Aurait-il subi un abus sexuel alors qu'on chercherait à dissimuler par une opération? En effet, je suis une mère de famille, j'ai reçu une formation et j'étais militante dans la lutte SIDA. J'ai donc travaillé en milieu hospitalier. Les pédiatres ne recommandent pas le décalotage d'un petit enfant. D'autre part, et malgré des idéologies contraires à la science médicale et lancées par les pédophiles sadiques Alfred Kinsey et John Monnet, la sexualité commence à la puberté et pas avant. Malgré la faveur que les idées de ces deux fous trouvent respectivement auprès de l'OMS et du CNRS. Leur identité de pédophile sadique est parfaitement reconnue, je ne l'ai pas inventée. À moins d'une infection du prépuce ou d'une sollicitation sexuelle par de tierces personnes, il serait donc anormal que mon petit garçon de 5 ans manifeste un intérêt aussi précoce pour son sexe, l'amenant même à avoir des problèmes de décalotage. Je peux me tromper. L'explication qui m'est donnée et qui se rapporte à des problèmes urinaires est peut-être fondée, mais vu les mensonges qui m'ont été déjà assénés depuis le début de ce faux placement, et vu l'anonymat de leurs sources, je ne me sens pas tenu de croire quiconque sur parole. N'ayant pas été consulté ni même informé à temps, je vous tiens donc légitimement pour responsable de la santé de Liroy et de son intégrité physique,
comme de sa raison et de sa moralité. Or, il est extrêmement inquiétant que mon petit garçon maltraité ait maintenant un problème sexuel, alors que les personnes qui sont autour de lui sont des anonymes et qui semblent répondre aux critères d'un groupe sectaire au-dessus des lois. Ayant téléphoné au foyer de Podensac le vendredi 14 février pour demander à parler au directeur, il m'a été répondu que celui-ci est libre de donner son nom ou pas. Mon interlocutrice m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de le donner elle-même. La thèse du groupe sectaire s'en trouve donc crédibilisée. C'est du délire de complotiste que l'on pourrait m'opposer et qui ne peut pas être soutenu ou remis en question. La simple raison l'ordonne. J'exprime donc ici ma suspicion légitime envers les protagonismes du placement et de la séquestration de mon petit enfant. Cette suspicion aura des conséquences concrètes, donc la dimension judiciaire ne sera pas la seule. Les institutions de toute nature doivent être au service du peuple. Je suis une femme du peuple, une citoyenne du monde, et j'exige que l'on respecte mon enfant. En ce moment, l'omerta se brise, et le rapport de force est en train de changer. Bientôt, il ne sera plus possible à des fonctionnaires qui sont sortis des lois de ne pas se soumettre aux exigences légitimes du peuple français. 5. Mon déménagement dans Lyon. J'ai signé un bail locatif, je ne suis donc à présent plus en situation de errance comme le qualifient les services sociaux des différents départements par lesquels je suis passé. Le moment venu, ils seront poursuivis pour ces deux choses, par leur inaction, leur hostilité, leur barrage, par les conditions difficiles où ils m'ont amené à vivre. Certains fonctionnaires et cadres associatifs ont contribué au déclenchement d'un cancer contre lequel je me bats désormais. Ils sont directement responsables des maltraitances subies par mon petit garçon en institution. Ils seront donc poursuivis par ma famille et par moi-même. Toute solidarité avec eux sera considérée comme complicité. Alors que j'ai enfin trouvé ce logement que j'attends depuis des années, j'ai reçu récemment une lettre de Mesolia m'informant qu'une nouvelle demande de logement social n'avait pas été prise en compte. Or, je suis bien certaine d'avoir fait les démarches correctement, sans quoi la personne qui a reçu ma demande me l'aurait fait observer. En surfant sur Internet, pour mieux connaître Mesolia, on trouve assez rapidement le nom de Madame Ajon. C'est sans doute un hasard, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est un hasard qui laisse quand même une impression fort désagréable. J'attends donc de Madame Ajon un geste de bonne volonté qui lèvera toute ambiguïté. N'a-t-elle pas reconnu il y a quelques mois que ses services avaient commis quelques erreurs dans des dossiers de placement en Gironde? Ne pas le reconnaître pour mon dossier, ce serait faire preuve d'une nouvelle discrimination. 6. Mes requêtes. Tout d'abord, a priori, je ne donne pas mon accord pour une opération chirurgicale qui ne me semble pas utile, sauf avis contraire qui serait donné par un médecin compétent et non dépendant de l'ASE, et bien entendu, sauf danger avéré que je ne puis évaluer en temps réel, puisque vous m'avez empêché d'accéder aux informations, aux médecins, aux hôpitaux ou aux cliniques qui prennent en charge mon enfant. Pendant 5 mois, vous m'avez dissimulé ce problème qu'avait Leroy particulier qui nécessiterait une opération chirurgicale. La vie de mon enfant est en jeu. Il se portait bien avant sa soustraction frauduleuse. Aujourd'hui, il a plusieurs maladies. Il faut en rendre des comptes à sa famille. Vous êtes donc responsable des conséquences possibles de cette intervention. Et je ne reconnais à personne le droit à l'erreur. Il n'y aura pas d'accident opératoire, il n'y aura qu'une opération réussie, ou au contraire un acte criminel qui couronnerait tout ce que j'ai énuméré. De mon déménagement dans Lyon découlent mes démarches prochaines concernant le dépaysement de la procédure. J'invite donc, vous, monsieur le juge Laurent Gebler, à en tenir compte. Je vous demande en outre de retirer la totalité des documents que l'on peut qualifier de faux sans même attendre les inscriptions de faux qui vont les frapper. L'expertise psychiatrique du docteur Anne-Marie Lemerne, les rapports de l'association Auréag et des services sociaux du département, et toute dénonciation dont le caractère calomnieux serait évident vu l'abondance des preuves qui parlent en ma faveur.
Je n'outragerai pas, monsieur le juge, en supposant qu'il ait pu garder au dossier la lettre anonyme d'un internaute malveillant, sans doute nostalgique de l'occupation dont nous savons qui il est. Les tracts ne peuvent pas m'être reprochés. Ils ne sont que l'expression légitime d'une résistance à l'oppression, venue d'une citoyenne consciente de ses droits et du préjudice causé à sa famille. Quitte à commenter une décision de justice, l'émission de ces tracts m'a paru être un motif bien léger pour justifier que le lieu du placement de Leroy soit tenu secret. Vous n'ignorez pas qu'un tel secret n'est plus légal. Aujourd'hui, suite à la jurisprudence récente relative à l'affaire Nadine Plestan, cette décision salutaire a été obtenue grâce à l'intervention de Maître Kunku et Fort Tabat l'abattu et favorisée par la médiatisation que nous avons pu faire autour de ces affaires et de quelques tracts que personne n'oserait plus juger diffamatoires aujourd'hui. Le temps lui aussi est un juge, monsieur le juge. Quant à l'affaire Leroy, personne n'en a d'ailleurs jamais contesté tel ou tel point précis de nos propres tracts. Et vous-même, vous ne le ferez pas. On m'a certes condamné pour diffamation et je ferai une requête en révision en temps utile. Mais personne ne m'attaquera pour calomnie, parce que tout est vrai et prouvé. J'invite respectueusement monsieur le juge, Gebler, et madame la vice-présidente du département, Emmanuel Ajon, à engager des poursuites contre les auteurs des rapports calomnieux qui m'ont fait arracher abusivement mon enfant Leroy et à le protéger contre toute nouvelle maltraitance. Le retour de mon enfant au sein de sa famille est la meilleure garantie de sa sécurité, de son équilibre et de son bonheur. De telles affaires désormais commencent à être médiatisées et vous comprendrez qu'en tant que mère et citoyenne, il ne m'est pas possible de garder le silence. Emboîtant le pas aux réseaux sociaux, la presse ordinaire commence à aborder le sujet grave des placements abusifs et des violences répétées en institution. Ce mouvement ne pourra que s'amplifier et il ira jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à la restitution des enfants à leurs parents, jusqu'à l'indemnisation des familles et jusqu'aux sanctions à l'encontre des coupables. Il est encore possible aux fonctionnaires concernés de se comporter conformément à l'honneur et au respect des droits. Recevez mes salutations courtoises, monsieur le juge Gebler et madame Emmanuel Ajon. Sylvie Effinger, mère de Leroy Effinger, Bordeaux.